Vous êtes expatrié, vous souhaitez investir, eh bien vous avez raison. Moins de sécurité, pas de retraite assurée, pas forcément de plan de secours en cas de retour en France dans votre pays d'origine, c'est vraiment une bonne idée d'investir quand on s'expatrie. Par contre, il y a 3 risques principaux à éviter qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous les détailler, vous donner mon avis et surtout vous donner les solutions à la fin de la vidéo. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste Perrin, je suis propriétaire de 36 lots immobiliers en France et à l'étranger. Et ma particularité, c'est que j'ai acheté notamment 16 appartements en étant 100% à distance depuis l'autre bout du monde. C'est donc avec cette expérience-là que je peux vous parler d'investir en étant expatrié depuis l'étranger. Alors le premier risque qu'on va voir ensemble, c'est l'investissement clé en main géré par des entreprises qui sont spécialisées dans les expatriés. Alors toutes ne sont pas forcément dangereuses, mais on verra qu'il y a quand même des risques liés à ça, notamment au niveau des frais qui vont avec. Vous avez travaillé dur, vous avez pris des risques, vous êtes parti à l'étranger, c'est quand même dommage de perdre des points de rendement précieux en confiant à des entreprises qui vont prendre parfois des frais trop élevés par rapport au service qui est apposé. Pour vous donner un exemple concret, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous faire un comparatif des frais entre deux possibles investissements, soit en le faisant vous-même, soit en le faisant avec quelqu'un qui le gérera à 100%, et vous allez voir, les chiffres sont juste dingues. Alors en tant qu'expatrié, forcément, on est la cible d'entreprises qui veulent faire et vendre du clé en main parce que voilà, il y a des hauts revenus, il y a peu de temps forcément et une distance géographique, et donc forcément, les expatriés sont une cible privilégiée de ce type d'entreprise. Alors c'est pas forcément mal, mais il faut vraiment se rendre compte du coût final qu'engendre ce type d'investissement clé en main, géré de A à Z, et généralement on se rend pas vraiment compte parce que on voit des chiffres, on voit des quelques pourcents, mais on se dit bon, 1% de plus, 1% de moins, ça fait pas une grande différence, mais on va voir que finalement quand on prend en compte une durée longue, c'est extrêmement important et c'est vraiment choquant. Donc là, si je prends un exemple très simple, on va prendre un montant investi de 200 000 euros. Ok, donc 200 000 euros, c'est l'investissement moyen en France, clairement. On va prendre une durée de mesure de 15 ans, on va dire qu'on va regarder sur 15 ans ce que ça donne. Si on prend une personne qui va acheter en clé en main, clairement, aujourd'hui, le clé en main, c'est entre 8 et 15% de frais. Donc 8 et 15% de frais, ça peut paraître peu, entre guillemets, mais au final, c'est énorme parce que les frais sont pris à tous les étages finalement de l'achat du bien, que ce soit de la partie achat à la partie travaux, rénovation, ameublement, etc. Il y a des frais qui sont pris à tous les étages. En plus, en général, eh bien, les prix sont toujours un peu plus élevés que ce qu'on peut trouver si on le faisait nous-mêmes, parce qu'il y a également parfois des systèmes de commission avec les différents artisans, etc. Ce qui peut se comprendre, bien sûr. Mais voilà, ça vient bien sûr gonfler également la facture finale. Et en général, en plus, quand on passe par du clé en main par rapport à quand on le fait nous-mêmes, les rendements sont plus faibles parce que forcément, ces entreprises-là sont censées aller chercher eh bien, des biens de manière assez massive. Ils doivent acheter plusieurs biens par mois pour leurs clients et donc forcément, ils sont moins sélectifs sur la rentabilité potentielle du bien. Alors encore une fois, il y a des boîtes qui font très bien leur travail et qui là-dessus trouvent des biens qui sont très intéressants et très rentables, mais encore une fois, c'est pas le cas, je pense, de la plupart des boîtes, et pour l'avoir vécu, pour avoir analysé et avoir fait des rendez-vous avec beaucoup d'entreprises, en général, les rendements sont clairement très loin de ce qu'on peut estimer quand on le fait nous-mêmes, vraiment de A à Z. Bien sûr, ça prend du temps, mais on va voir que ça peut valoir le coup en fonction de votre rémunération actuellement en tant qu'expat. Alors, si on prend un rendement clé en main moyen, clairement, moi, je vais aller voir une dizaine de sites des plus gros leaders du clé en main. Ce qui va être globalement vendu, c'est autour de 6% de rentabilité en clé en main. Donc si vous achetez un bien clé en main, vous allez avoir 6% de rentabilité en moyenne, ce qui fait qu'en 15 ans, vous aurez investi 200 000 euros et vous aurez 479 000 euros. Encore une fois, les 200 000, c'est cash ou à crédit, peu importe. Après, vous déduirez de ce montant-là le crédit que vous aurez fait, les intérêts, mais c'est plus ou moins la même idée. Vous passez de 200 000 à 479 000, ce qui est quand même pas mal. Donc ça vaut le coup de le faire. Sur 15 ans, c'est quand même intéressant. Maintenant, sans clé en main, quand on enlève les frais, finalement, et les frais, ils peuvent être très élevés. Sur un bien à 200 000 euros, pour avoir étudié encore une fois très bien la question, avoir eu des devis entre les mains que je ne montrerai pas pour des raisons de confidentialité, bien sûr, mais on peut être sur des frais qui vont entre minimum et grand minimum 30 000 euros à plus de 50 60 000 euros. Donc il faut bien comprendre, si on parle de 60 000 euros, vraiment le maximum, allez, prenons le moyen, on va dire autour de 40 000 euros. 40 000 euros, ça fait 20% du prix du bien. 20% du prix du bien, c'est-à-dire que pendant 3 ans, vous louez votre bien, ça ne sert qu'à payer les frais eh bien, de l'entreprise qui aura géré l'achat du bien. Donc pendant 3 ans, vous ne gagnez pas d'argent parce que vous remboursez simplement les frais qui auront été pris par l'entreprise de clé en main. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Et donc la différence, clairement, sans clé en main, c'est assez simple aujourd'hui en achetant dans des secteurs on va dire qui sont assez classiques en France, d'arriver à du 7,5% très largement. Donc on va mettre 7,5%, c'est vraiment encore une fois très raisonnable. Moi dans mon cas sur mes biens, on parle d'immeubles de rapport, on parle de choses beaucoup plus rentables. Je monte entre 14 et 16%, mais parce que voilà, j'ai une expertise et ça fait voilà, des années que je fais ça, et surtout je maîtrise bien et je fais des immeubles qui sont beaucoup plus rentables que des appartements. Et là-dessus on y reviendra à la suite de la vidéo. Et donc la différence, elle est quand même notable. D'un côté, vous avez gagné 479 000 euros, ce qui est très bien, enfin c'est
votre capital à la fin, le capital total à l'échéance, et de l'autre, vous avez 591 775 euros, soit 112 000 euros de plus sur 15 ans. Donc là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que le temps que vous allez y passer vaut ces 112 000 euros? Si la réponse est oui, et vous dire, bah ouais, en fait, ça vaut le coup que j'y passe du temps pour gagner 112 000 euros de plus, bah faites-le. Si vous dites, bah non, je gagne beaucoup plus que ça vaut pas le coup pour moi de perdre du temps, entre guillemets, pour ça, bon, bah faites-le pas. Mais clairement, encore une fois, c'est des chiffres qui sont conservateurs, je reste vraiment très raisonnable parce que je ne prends pas une grande différence. 6 et 7,5, clairement, on peut être beaucoup plus que ça. Et si je prends un exemple très concret, c'est-à-dire les élèves que nous, on accompagne, qui en général font des rendements qui sont autour des 10%, bah voilà, la différence, elle n'est plus du tout la même. On passe de 479 à 835 000. Donc plus de 356 000 euros de différence. Et ici, même si vous avez une bonne rémunération, encore une fois, c'est pas un travail temps plein, vous pouvez faire ça à côté, c'est une activité qui est subsidiaire et que vous pouvez faire totalement à côté de votre emploi salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et parfois, et là encore une fois, je prends 200 000 euros, mais parfois ça vaut le coup de se dire, bah ouais, je vais peut-être y passer un peu plus de temps, mais je vais gagner tellement plus à la fin que ça vaudra le coup sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir. Encore une fois, on a pris un tout petit montant. Si on prend 6 et 8 et qu'on prend un montant beaucoup plus important, par exemple, on va dire 700 000 euros, qui est une somme que beaucoup d'expats peuvent se permettre d'investir en France avec le temps, hein, bien sûr pas en une fois, évidemment, bah voilà, les différences sont notables. Clairement, en termes de différence de gains à l'échéance, c'est énorme, et bien sûr, ça vient s'accentuer avec le temps. Tout ça, c'est des choses qui sont exponentielles, hein, sur 25-30 ans, c'est des biens peut-être que vous allez conserver, que vous allez revendre, donc tout ça, ça va venir bien sûr jouer sur le gain total à l'échéance. Donc ça, c'est un point qui est super important. Donc le clé en main, pourquoi pas? Il y a des très bonnes choses qui se font et vraiment si vous n'avez pas envie de vous en occuper, ça peut être une bonne option. Si vous avez déjà des très hauts patrimoines par exemple ou si vous avez vraiment très peu de temps ou vous avez de très hauts revenus, pourquoi pas passer par du clé en main? Ça peut être intéressant. Pour les autres, c'est un peu dommage. Si vous avez pris des risques, vous êtes parti à l'autre bout du monde, vous avez quitté vos proches, votre famille potentiellement pour aller vivre une aventure à l'étranger, c'est dommage de gâcher finalement les fruits de tout ça, c'est-à-dire une plus haute rémunération et une plus grande capacité à épargner en finalement finançant des frais qui vont être extrêmement élevés et qui ne vont finalement mettre beaucoup de temps à être rentabilisés. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Le deuxième risque qui est un petit peu méconnu, c'est le fait d'acheter dans le pays dans lequel vous êtes installé. Alors encore une fois, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais quand vous venez d'arriver dans un pays, parfois on s'emballe un petit peu et on se dit c'est génial, j'adore être ici, je vais y rester longtemps, donc pourquoi pas y investir, préparer ma retraite, préparer mon futur, acheter quelques appartements par-ci par-là, les mettre en location. De toute façon, voilà, c'est un pays qui me plaît, je m'y sens bien et donc pourquoi pas acheter. Alors ça c'est une erreur pour plusieurs raisons. La première c'est que quand on vient d'arriver dans un pays, on ne sait pas vraiment combien de temps on va y rester, que ce soit pour des raisons pro, des raisons perso, et en général quand on vient d'arriver, si ceux qui ont déjà fait plusieurs expatriations me comprendront ici, on est souvent emballé au début et parfois après notre avis peut évoluer avec le temps, l'habitude, etc., etc. Donc ça c'est la première raison. La deuxième c'est également le système local. Quand on est français et qu'on arrive dans un pays qui est différent, qui a des cultures, des systèmes qui sont différents, on a parfois du mal à se rendre compte d'à quel point justement les règles sont différentes d'un pays à un autre. Par exemple, il y a des pays dans lesquels moi j'ai pu voyager, on est en fait plus de 45 pays aujourd'hui, où il n'y a pas de système de notaire. Par exemple, chaque acheteur et chaque vendeur doit venir avec son propre avocat et ce n'est même pas obligatoire. Et ça, c'est des pays qui sont finalement assez courants. Et donc, si on n'a pas ces notions-là, on peut se dire, on est comme en France, on est protégé par un notaire, etc., alors que ce n'est pas le cas. Il y a des pays également où le droit de propriété et les titres de propriété sont un petit peu flous. Et parfois, il y a des histoires qui sont qui font vraiment assez peur, au final, avec des étrangers qui vont acheter des biens et qui finalement se retrouvent par se faire avoir et ne pas acheter le bon bien ou alors ne pas acheter de bien du tout. Ça, c'est des choses qui arrivent rarement, je vous l'accorde, mais c'est un risque quand même à prendre en compte. Et parfois, quand on vient encore une fois d'un pays comme la France, comme la Belgique, comme la Suisse, on n'est pas forcément habitué à devoir faire attention à tous ces détails-là, puisqu'on est d'habitude cadré par un système qui est bien régi, qui est ancien et qui fonctionne plutôt bien, quoi qu'on en dise. Et enfin, le dernier point par rapport à ce sujet-là, c'est surtout les emplacements, la connaissance du marché. En immobilier, moi, ma théorie et ma grande stratégie, c'est de maîtriser mon marché, d'acheter dans un endroit que je maîtrise, d'avoir un marché inexploité. Ça, c'est une stratégie que j'ai mis en place pour découvrir des marchés à très fort potentiel, qui sont très peu finalement prisé par d'autres investisseurs, donc avec moins de concurrence. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, il y a une vidéo juste en dessous dans la description qui vous explique de A à Z comment faire ça. Et donc par définition, quand vous venez d'arriver dans un pays, il est extrêmement complexe de connaître par cœur les quartiers, les emplacements, les bonnes villes, les bons quartiers, les bons immeubles également. Et donc c'est complexe parfois de s'y repérer et aller trop vite dans un achat dans un pays qu'on ne connaît pas encore assez, c'est également un risque d'acheter un bien qui est soit mal placé, soit qui a des défauts qu'on n'aurait pas forcément compris. Je peux prendre quelques exemples très simples de mon expérience. Si vous êtes en Thaïlande et vous souhaitez acheter un bien
bien et que vous prenez un bien qui est exposé plein sud, ce qui serait un énorme point positif en France, en Belgique ou en Suisse, clairement c'est une très mauvaise idée parce que vous êtes en plein soleil, l'été il fait 40 voire plus parfois degrés, et donc forcément en plein sud vous allez avoir toute votre terrasse qui va chauffer et vos locataires ou vous-même en tant que propriétaire occupant, et ben vous allez simplement pas pouvoir marcher sur votre terrasse. C'est des choses très simples, très bêtes, mais qui ne viennent pas forcément en tête quand on n'a pas une grande expérience du pays. Donc si je peux donner 2-3 conseils par rapport à ça, avant d'acheter dans un pays et avant de vous intéresser à un investissement là où vous vivez ou dans un pays alentour de votre lieu d'expatriation, prenez le temps de vous habituer, prenez le temps de parler avec des locaux, avec des investisseurs vraiment chevronnés qui ont acheté dans cet endroit-là, et prenez plusieurs mois avant d'acheter. Moi dans mon cas, j'ai fait construire une villa à Bali quand j'y étais pendant 9 mois. J'ai attendu plusieurs mois avant de lancer ce projet-là, et c'est un projet qui de toute façon était pour moi, on va dire, une expérimentation et un projet dans lequel je n'allais pas habiter, puisque c'était un projet finalement 100% locatif en Airbnb via une société sur place. Mais dans tous les cas, j'ai pris le temps de connaître, j'étais déjà venu avant, et c'est des marchés que je connais bien, en me renseignant bien sûr avec des personnes sur place, des constructeurs, des personnes spécialisées là-dedans. Donc vraiment, je peux que vous recommander de prendre le temps avant de vous lancer dans un projet, même si on a le coup de cœur, même si on a l'impression que c'est le bon moment ou que s'il y a de bonnes opportunités, prenez le temps, vous avez toujours quelques mois d'avance pour attendre, pour patienter par rapport à ça, et ne prenez pas de risques inutiles parce que le risque de perdre est beaucoup plus élevé que le gain que vous allez faire en 1 mois ou 2 mois supplémentaires d'achat. La troisième et dernière erreur, et juste après je vous donnerai justement les solutions et ce que je ferais moi à votre place en tant qu'expatrié. Donc cette troisième erreur, c'est de ne pas utiliser l'effet de levier. En tant qu'expatrié, vous avez littéralement un cadeau entre les mains. Vous avez de très hauts revenus et vous avez du coup une forte capacité d'épargne. Et ce serait dommage de ne pas en profiter pour emprunter de l'argent à la banque pour acheter des appartements. Et là vous allez me dire, ouais mais est-ce que je peux emprunter en tant qu'expatrié? Alors oui, 2 fois. Vous pouvez emprunter en France ou dans votre pays d'origine en Europe, mais vous pouvez également emprunter dans votre pays de résidence. Moi, ce que je préconiserais à votre place, c'est d'aller plutôt emprunter en France, si vous êtes français, dans le pays d'origine en tout cas que vous avez, si vous êtes belge, suisse, etc., c'est la même chose, parce que vous avez des relations bancaires, vous avez une connaissance du marché, et vous avez la possibilité, bien sûr, en tant qu'expatrié, d'emprunter de l'argent à la banque. Je sais que beaucoup de personnes se disent qu'en tant qu'expat, c'est impossible d'emprunter. C'est faux, on peut totalement emprunter en tant qu'expat. Moi, j'ai pas mal de clients qui l'ont fait, et c'est très simple. Les seules conditions, c'est de mettre un peu plus d'apport qu'une personne résidant en France. Un Français qui peut emprunter en France pourra le faire avec 0% d'apport, c'est très fréquent et moi je l'ai fait plein de fois, il n'y a pas de problème avec ça. Une personne non résidente devra mettre en moyenne entre 20 et 25% d'apport pour acheter un appartement, un immeuble, peu importe, en France en tant qu'expatrié, et le taux sera aussi légèrement majoré. Mais clairement, c'est pas du tout impossible et ça peut se faire simplement en présentant des documents de revenus, de fiches de salaire ou de société si vous êtes entrepreneur pour prouver à la banque que vous avez des revenus dans votre pays de résidence, et ça se fait très bien sans aucun problème. Et pour vous montrer à quel point c'est important, on va retourner sur l'ordinateur et je vais vous montrer justement la différence entre un achat immobilier sans effet de levier et un achat avec effet de levier. Alors maintenant, parlons de la puissance de l'effet de levier, et ça, très peu de personnes s'en rendent compte. Imaginons que vous ayez 100 000 euros cash à investir sur votre compte en banque, vous voulez acheter un bien immobilier avec, très bien. Vous avez donc 100 000 euros. On va dire que le rendement annuel que vous allez viser, on va parler de 8%, on va voir, on va prendre le même vraiment pour les deux. Donc vous avez vos 100 000 euros ici. On va prendre une durée de mesure comme tout à l'heure de 15 ans, ce qui me semble pas mal, c'est un moyen terme on va dire, donc 15 ans. Donc vous avez 100 000 euros à 8%, pendant 15 ans, ça vous fait 317 216 euros. Donc c'est plutôt très bien. Maintenant, on va comparer ça avec un achat réalisé avec l'effet de levier. On va garder ici nos 100 000 euros investis, mais on va ajouter en plus un crédit. Donc tout ça, on l'investit quand même, mais à cela, on va venir agrémenter 300 000 euros d'achat et de crédit en plus. Puisque en France aujourd'hui, en tant qu'expatrié, avec 25% d'apport, donc 100 000 euros pour un projet à 400 000 euros au total, c'est totalement cohérent. Donc vous mettez 100 000, vous empruntez 300, pareil sur 15 ans à 8%, et on va bien sûr déduire le taux d'intérêt à la banque, donc que vous allez payer sur votre crédit. Aujourd'hui, on est au taux de 3,5. Bien sûr, au moment où vous regardez cette vidéo, ça aura certainement changé. Ça vous fait donc un capital total avec crédit de 897 000 euros en déduisant bien sûr les intérêts d'emprunt. Donc on a déduit ici la portion des intérêts d'emprunt. Ça veut dire que voilà, c'est vraiment le net après avoir payé les intérêts. Et ici, c'est le capital total sans le crédit. Donc vous avez mis 100 000 euros, vous avez 317 000, vous avez mis pareil 100 000 euros, mais vous avez emprunté en plus. En enlevant bien sûr les intérêts d'emprunt, il vous reste 897 000 euros au bout de 15 ans, ce qui fait une différence colossale de 580 000 euros. Et encore une fois, on part sur un projet à 400 000 euros. Pour beaucoup d'expats, si vous regardez que vous avez des postes à l'étranger, peut-être que vous avez beaucoup plus que ça. Je vous laisse imaginer, on peut faire l'exemple ici, comme tout à l'heure avec 700 000 euros. On va mettre par exemple ici 200 000 euros d'apport. Okay, donc on double ça et on va emprunter 500 000 euros pour arriver à 700 000. Et ici, la différence, elle est juste dingue. Et ça, c'est la puissance des intérêts composés. Et ici, on prend en compte, bien sûr, le rendement annuel. Donc, on prend en compte les loyers qui vont être versés sur le bien qui sera acheté à 700 000 euros. Et vous voyez que vraiment, ça fait vraiment toute la différence.
Alors maintenant, comment faire? Comment mettre en place une stratégie avec effet de levier en tant que non-résident en France? Alors il y a plusieurs méthodologies. Moi, les deux que je recommande, c'est l'achat d'immeubles de rapport, donc l'achat d'immeubles que vous allez mettre en location. Pourquoi des immeubles? Pour faire très simple, parce que vous allez acheter en gros, vous allez acheter plusieurs appartements d'un coup, donc vous payerez beaucoup moins cher à l'unité et vous allez générer du coup plus de bénéfices mensuels de par cet achat-là. Moi, dans mon cas, j'ai acheté beaucoup d'immeubles. Ces immeubles-là génèrent chacun un salaire de bénéfices chaque mois et une plus-value de l'ordre de 100 000 € également à chaque fois sur chacun de mes immeubles. Donc c'est des projets qui sont très rentables et ça fonctionne très très bien. La deuxième méthodologie, c'est l'achat-revente, c'est le fait d'acheter dans le but de revendre et donc d'acheter, de rénover et de revendre à une personne tierce avec une plus-value. Ça c'est l'achat-revente en tant que marchand de biens. Ça fonctionne également très bien et ça permet de rapidement générer des plus-values intéressantes. Sur la chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos, notamment de mon associé Marc, qui vous montre des projets de marchand de biens qu'il a réalisés avec des plus-values allant de 30 000 à plus de 250 000 € sur un seul projet. Donc ça peut aller extrêmement vite avec les bonnes méthodologies. Maintenant, on va vraiment s'attarder à la situation d'un expatrié. Qu'est-ce que vous pouvez faire depuis votre pays de résidence si vous êtes loin de la France, loin de l'Europe en général, ou qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire absolument sur place? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors, la première chose que vous devez faire absolument sur place, ça va être de maîtriser votre marché. Si vous ne voulez pas acheter dans un secteur que vous connaissez bien, si votre marché inexploité finalement n'est pas dans votre ville d'origine, dans la ville dans laquelle vous viviez avant de partir de votre pays d'origine, eh bien, il va falloir repérer un marché. Pour ça, je vous recommande quand même de vous déplacer sur place, de vous rendre, de visiter, de faire un tour pour vraiment savoir ce que vous allez acheter, là où vous allez acheter, les quartiers qui sont bons, les quartiers qui sont moins bons et commencer à rencontrer des membres de cet endroit, de ce quartier, de cette ville pour commencer à créer et à tisser votre réseau off-market. Le réseau off-market, c'est le réseau qui vous apportera des biens qui ne sont pas encore sur le marché, des biens qui vont sortir mais qui ne sont pas encore sortis. Et pour ça, ça demande d'avoir des relations sur place. Donc pour ça, je vous recommande quand même d'être sur place pour rencontrer en physique. C'est quand même toujours plus simple de rencontrer en physique et de créer du lien si vous vous rendez vraiment sur place plutôt que de le faire à distance via WhatsApp ou via des appels. Et sinon, à part ça, tout peut se faire à distance. Finalement, les visites, vous pouvez les faire en ligne via une visio, ça se fait très très bien. Vous pouvez également faire venir un proche, un ami, un membre de votre famille pour aller visiter en physique si vous voulez être assuré, ou alors mandater quelqu'un pour le faire, ça c'est totalement possible. La partie administrative, donc signature chez le notaire, ça se fait 100% à distance. Moi je l'ai fait plein de fois, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 16 appartements entièrement à distance, donc j'ai fait signer mon notaire à ma place, j'ai donné ma procuration à mon notaire, ça pose absolument aucun problème. Les financements, j'en ai également géré pas mal 100% à distance, donc sans me rendre à la banque, simplement en gérant mes échanges avec mon banquier à distance via email, via WhatsApp. Donc ça marche également très bien, donc pas de problème pour ça. Et après, tout ce qui va être mise en location, rénovation, etc., ça peut également être géré à distance via un maître d'œuvre sur place, une personne que vous allez mandater pour gérer votre chantier et également gérer votre mise en location ou votre mise en vente via une agence immobilière. Donc tout ça peut se faire à distance finalement. Donc les deux choses que vous devez absolument gérer en physique finalement, c'est rencontre des agents immobiliers sur place et également la partie découverte du marché, visite du marché et repérage de votre marché inexploité si vous ne maîtrisez pas encore votre zone et si vous n'avez pas déjà une idée de l'endroit dans lequel vous allez acheter. Alors quels résultats vous pourriez atteindre si vous faisiez exactement ça? Je peux vous parler de Jean-Emmanuel par exemple qui a généré 109 000 € sur sa première opération en plus-value nette. Je vous parler également de Fabien qui lui a fait 30 000 € avec très très peu de travaux sur une seule opération qui aurait totalement d'ailleurs pu être gérée à distance. Ou encore Théodore qui a acheté un bien qui était entièrement loué, donc pareil sans aucun travaux et sans aucun travail de gestion, qui génère 1 900 € par mois de bénéfices, encore une fois avec un seul achat immobilier financé par la banque. Donc voilà, ça peut aller très vite et ça peut avoir un impact quand même qui est très positif sur votre vie d'expatrié, ne serait-ce que sur votre sécurité mentale, d'avoir déjà un autre projet, quelque chose d'autre finalement à côté de votre travail, de construire finalement votre propre projet et également peut-être de préparer votre retour dans votre pays d'origine par la suite, ce qui peut quand même être une grande aide d'avoir déjà cette activité qui est déjà lancée en étant à l'étranger. Si vous voulez être accompagné, comme les personnes que j'ai citées qui sont sur la chaîne YouTube, cette chaîne où vous avez plus de 100 vidéos d'études de cas concrètes, de résultats des personnes qu'on a accompagnées. Si vous voulez faire comme eux, si vous voulez être accompagné, je vous mets un lien juste en dessous. Avant d'être accompagné, vous aurez une vidéo complète finalement qui vous explique vraiment la stratégie de A à Z. Je parlais de marché inexploité tout à l'heure, je parlais de off-market. Tout ça est détaillé dans cette vidéo-là et je vous montre justement des résultats concrets qu'ont atteint des personnes qui sont passées avec notre méthode et également les résultats que nous on a atteints, que ce soit Marc ou moi, sur nos stratégies respectives, donc l'achat-revente et la partie immeuble de rapport. Tout ça, c'est une vidéo qui est gratuite, qui dure moins de 30 minutes et qui montre vraiment de A à Z comment générer un salaire avec un seul projet. Puis à la suite, si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver un appel avec nous pour déterminer votre éligibilité à être formé et accompagné par nos soins pour atteindre ce type de résultats. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve en dessous et je vous dis à très bientôt.